Donc, malgré mon intention au départ de ne pas présenter de communication dans mon colloque, j'ai pas pu résister à la tentation de vous parler d'un film peu connu de l'œuvre de Duras et qui, à cause de son titre, m'a toujours fascinée. J'ai pu, grâce à Catherine Gottesman, que je remercie infiniment, visionner Jaune le soleil il y a peu de temps et voir enfin quelle écriture filmique, pour reprendre l'expression de Madeleine Borgomano, Duras a pu faire de son récit Abban Sabana David. Faisant partie de sa période la plus foisonnante du côté du cinéma, Jaune le soleil traduit, à mon sens, les enjeux de premier plan de l'œuvre que sont les questions touchant de près la possibilité de la représentation visuelle, ainsi que les rapports entre l'image et le texte. Réalisé 1 an après la publication du livre, il m'a semblé porter à l'écran ce qui constitue, à mon avis, le socle de l'œuvre de Duras, ce que j'appelle une écriture du réel. De manière générale, la parole durassienne m'apparaît en effet déterminée par un désir prégnant d'écrire ce qui relève de l'impossible, en ce sens qu'elle est régie par le désir éloquent de nommer le lieu qui résiste à l'être, de le donner à voir, de le porter au champ d'une visibilité dont l'horizon de la mort est le point de chute par excellence où s'abîme le mot. Si représenter le réel est le propre de toute la littérature, comme le dirait Barthes, il en va chez l'écrivaine de l'ellipse et de la parataxe d'une insistance singulière qui la distingue pour le creux, le trou, le point de fuite, le nœud aussi parfois où les signifiances s'entremêlent afin de dire ce qui échappe à la symbolisation. Bien entendu, le débat à savoir qu'est-ce que le réel est infini, et la signification ne peut être univoque selon ce que l'on veut bien concéder au mot. Loin d'être une abstraction théorique, chez Duras, le réel se présente comme un au-delà de la limite du symbolique, ardemment recherché dans le travail de la langue et du récit, mais aussi de la mise en image visuelle. Il est, je dirais, la condition même de ce qui fait écrire, textuellement et cinématographiquement, parce qu'interpellant le désir du sujet. L'écriture semble avoir, comme dessin de sa rencontre, elle est, de par sa fragmentation constitutive, un corps qui l'appelle, qui emporte aussi la marque. Ainsi, quand Duras parle de l'ombre interne, il apparaît qu'elle désigne ce lieu qui n'en est pas un, en fait, ne serait-ce que parce qu'il prend souvent la forme du vide, de l'image signifiante du gang ou du mot trou. Et parce qu'il est question de nommer ce qui ne peut l'être, parce qu'il y a au sein de ce lieu trou la question très complexe des origines qui sourd de partout chez Duras, j'utiliserai l'image de l'ombilic convoquée dans mon titre. Dans l'ombilic et la voix, Denis Vasse précise à ce propos que l'origine est le point aveugle de la vision, le silence du discours, l'ombilic qui noue et articule les chaînes signifiantes. Cet ombilic qui autorise l'organisation d'un monde, Freud le repère comme le point obscur ou le nœud des pensées du rêve. L'univers du rêve possède un point aveugle qui l'organise. Quand on regarde un film tel que Jaune le soleil, qui d'ailleurs, comme bien des films de Duras, a pour moi quelque chose d'onirique, à travers la lenteur et l'absence d'action au sens fort du terme, on est amené à se demander autour de quoi tournent les personnages dans cette pièce où ils ne font rien, sauf se déplacer de manière chorégraphique dans un espace déterminé par le vide, se regarder et dire des phrases qui, à cause de la voix et de la prononciation des personnages, sont lourdes de sens. Par ces simples observations, le film semble d'entrée de jeu se construire à partir de ce qui est à concevoir comme un point aveugle autour duquel s'organise la représentation. Ce point aveugle, je dirais que c'est précisément en échappant au visible qu'il parvient à faire émerger le sens, aussi étrange que cela puisse paraître pour les non-initiés à l'œuvre de Duras, ce que sont, disons-le franchement, les cinéphiles de façon générale. Or, contrairement au texte, dans le film, l'image visuelle est là, incontournable, et on pourrait penser qu'elle fait davantage écran, qu'elle voile ce qu'elle désigne. Dans un film comme L'Homme Atlantique, Duras échappe à sa finalité en utilisant l'écran noir et en laissant toute la place à la voix afin de pouvoir faire exister l'invisible au sein de la représentation. Dans Jaune le soleil, même quand les personnages sont absents de l'écran, celui-ci n'est jamais complètement noir, à une exception près, comme nous le verrons. L'image visuelle apparaît donc importante, voire peut-être même souveraine. En effet, dans les plans fixes, où l'on voit un mur blanc, une porte, un foyer, une fenêtre, il y a toujours la présence bien cadrée d'un décor qui masque tout en révélant ce que cherche à dire le film. Soulignons néanmoins le dénuement de ce qui fait office de décor et d'image visuelle, c'est-à-dire une pièce vide où il n'y a que des ouvertures qui donnent sur l'extérieur qu'on ne voit jamais, qui constituent des zones noires, notamment parce que la diégèse se déroule durant la nuit. Ainsi, le peu de ce que l'on voit coïncide avec le dépouillement des dialogues,
ce qui est typique de la poétique duracienne, filmique et textuelle. Il s'agit là d'un dispositif qui possède, et c'est ce que je voudrais souligner, un certain pouvoir de représentation. Tout le film qui illustre au premier plan l'attente interminable des personnages est construit par des répliques où la phrase nominale est maîtresse, par des silences importants, des déplacements sommaires, des échanges de regards assez longs. Le rythme est ainsi très lent et le sens se constitue peu à peu de ce qui existe dans l'espace entre les personnages, à travers et entre les répliques, à l'intérieur blanc de la pièce comme à l'extérieur noir du dehors, qui borde tel un horizon le décor, par l'extrême sobriété, en somme, qui caractérise le film. Il faut dire que l'espace restreint où les personnages se déplacent ainsi que la mise en scène évoquent bien davantage un dispositif théâtral, plus près de la force du texte que des effets cinématographiques. Néanmoins, ce que Jaune le Soleil possède à l'instar de tout film, et contrairement au théâtre, est le pouvoir de la caméra, qui décide de ce que le spectateur doit voir par les cadrages et plans rapprochés. L'homme atlantique nomme d'ailleurs ce pouvoir qui est à l'œuvre dans Jaune le Soleil. Au bout du voyage, c'est la caméra qui aura décidé de ce que vous aurez regardé. C'est donc par l'œil qui cadre et se déplace que l'on saisit dans le film le désir du regard qui cherche à saisir l'ombilic de la représentation, se situant au-delà du visible, mais qui se doit d'en passer par lui. Dans cette optique, l'horizon noir dans le film a une signification particulière, me semble-t-il, et il fait partie du registre du visible tout autant que celui de l'invisible. Dans le monde extérieur, Duras discute de la fonction du noir couleur au cinéma en disant qu'il ne s'agit pas d'une matière arrêtée, mais d'une matière en mouvement, entre toutes identifiable parce que plus étroitement liée au son, à la parole, du moment qu'une image ne corrompt la plénitude du lien entre noir et son, et surtout entre noir et parole, entre noir et vie, noir et mort. Elle dit encore à propos du noir qu'il est dans tous ses films, terré sous l'image, mais qu'il est également dans tous ses livres. Ce noir, elle dit, je l'ai appelé l'ombre interne, l'ombre historique de tout individu. Dans Jaune le Soleil, le noir constitue l'horizon et il est à concevoir, tel que Michel Collot l'a analysé dans la poésie moderne, comme une véritable structure, c'est-à-dire une tendance de la conscience poétique contemporaine à faire de l'horizon non plus un invisible relatif, comme le veut la phénoménologie, mais un invisible absolu. L'absolu se présente dans Jaune le Soleil, me semble-t-il, en quelque sorte figuré par le noir, du dehors que l'on voit à travers la porte et les fenêtres, le lieu d'où provient les cris de chiens, des chiens qui sont souvent comparés par des glissements syntaxiques où l'incise vient préciser aux Juifs. Ainsi, à cause de la signification de son horizon, et parce qu'il est très tôt question d'un Juif qui doit être tué selon les ordres de Grinsky, avant la lumière, comme le précise Sabana, Jaune le Soleil est un film qui convoque indéniablement les registres du politique et de l'histoire, et la couleur a tout à voir avec ceci. Hautement symbolique, les cadrages de la caméra viennent par moments en montrer la noirceur, la cadrer. Dans les dialogues, le dehors est désigné de plusieurs manières qui évoquent son obscurité. Il est le lieu sauvage de la forêt, qu'on ne peut pas voir, lieu de l'écrire relié aux Juifs, mais aussi de la ville de Stadt, ville allemande qui est le royaume de Grinsky. Et ce Grinsky, personnage invisible dans le film, détient un pouvoir relié à l'industrie et au capitalisme qui s'arroge le droit de vie et de mort et qui en a contre les Juifs. À cause de ce qui est attribué au dehors et du comportement des personnages à l'égard de l'extérieur, le film, tout aussi abstrait puisse-t-il apparaître, convoque donc assez explicitement la violence qui provient de l'histoire et que cherche à dire l'écriture. Figurée par l'opacité de l'extérieur de la pièce, par la menace qui en provient, elle est aussi nommée par des allusions furtives qui reviennent hanter les dialogues, tels que « Qui appelle-t-on juif ici? Les autres, les chiens. » Ou encore « Ça n'existe plus, les juifs, vous mentez. » Je veux les chambres à gaz. La méthode était donc la meilleure, le nombre. Afin d'en énoncer visuellement les faits, certains plans de Jaune le Soleil circonscrivent par les ouvertures de la pièce le noir qui engendre la peur, lieu vers lequel sont portés l'écriture et les personnages, surtout Sabana qui ne cesse d'aller à la fenêtre. À ce propos, le fait qu'en tant que juive, elle sache ce qu'il y a dehors, qu'elle le voit en quelque sorte, qu'elle le connaisse et le raconte, n'est pas anodin. Le fait que le juif qui doit mourir soit écrivain ne l'est pas non plus. La nuit du dehors révèle l'ombre interne, la nuit intérieure qui doit être représentée, actualisée dans l'écriture devenue filmique. Celle-ci, on le voit, ne relève pas que du singulier puisqu'elle est désignée par les Juifs dans le film comme étant politique, liée au parti, à l'idéologie.
Elle représente d'une certaine façon le rapport qu'entretient le sujet de l'écriture avec le monde qui le ramène invariablement à la violence provenant du réel. Cette violence, notons aussi qu'elle se trouve soulignée dans le film par un bruit étrange et inquiétant. Christophe a parlé de la musique, ça m'a interpellé tout à l'heure, qui surgit en sourdine à quelques moments clés où l'allusion à la Shoah est indéniable. Ce qui fait office de musique fait surgir en quelque sorte le lieu où se dresse son bilic. Tout le reste est meublé par le silence. À l'instar du noir, le blanc semble aussi avoir une fonction symbolique dans Jaune le soleil. D'une part, parce qu'elle est blanche, la pièce fait penser au négatif de la chambre noire. Autre représentation de ce que Duras a nommé la chambre des Juifs, où se fait l'écriture, comme on peut le lire dans l'été 80 et dans Jan Andreas Steiner. À cause de la caméra qui s'arrête par moments pour cadrer les murs, elle évoque aussi d'autre part ce que Duras nomme dans Les yeux verts le rectangle blanc d'Auschwitz. Pour elle, il n'y a pas d'équivalent à l'espace du rectangle blanc de la mort, à ce type d'extermination qui, toujours selon elle, n'est pas un génocide ni une expédition punitive, une flambée de violence, mais un décret, une décision réfléchie, une organisation logique, une prévision minutieuse manière. D'où la violence du réel dont je parlais tout à l'heure. Négatif aveuglant du noir lié aux événements politiques et historiques, le rectangle blanc d'Auschwitz se présente comme le lieu où existe un deuil infini, entre la haine des nazis, des staliniens, de ceux qui font la bêtise politique, les jeux de pouvoir, et entre l'amour mêlé de douleur pour les Juifs, pour les victimes du pouvoir comme de la faim. Dans le film, les chiens juifs que l'on entend parfois hurler dehors sont dans le même sens blanc eux aussi. Ces signifiants liés entre eux font que le blanc m'apparaît aussi en correspondance avec une autre couleur, tout aussi aveuglante, mais invisible dans le film, qui est le jaune du titre. La couleur de la lumière dont le soleil est la source par excellence. Le jaune du soleil lui-même évoque, notons-le, celui de l'étoile de David, nom d'un personnage dans le film, porté par les Juifs durant la Shoah, marque de ceux qui sont appelés à disparaître et qui deviennent, comme le sont tous les Juifs adorés de l'œuvre de Duras, les représentants d'un absolu généré par les effets des réalisants de l'histoire. L'ombilique du soleil est donc une manière que j'ai trouvé de nommer le lieu de deuil à représenter et vers lequel converge le sens d'un film comme Jaune le soleil. Invisible, il n'existe que comme signifiant par les allusions fragmentées, on vient de le voir, faites par les personnages, tels des restes des ruines provenant de l'histoire. Il participe également de l'énigme du titre en lui-même très révélateur, dit la présence et l'insistance de l'objet du désir, qui est la perte innommable devenue juive dans l'imaginaire durassien au fil du temps. On comprend d'ailleurs assez aisément pourquoi le soleil, sa lumière jaune, est désigné dans le long métrage comme représentant l'or juif. C'est dit comme ça dans le film, et donc le métal jaune. L'image en elle-même est au moins à double sens, puisqu'il est à la fois question de l'argent des Juifs, qui valent une fortune, un scandale, pour citer le film, et de leur valeur sur le plan humain, évidemment. Je retiendrai ici la force et le sens de la perte orchestrée par la Shoah, sa valeur indéniable pour Duras, qui dit le point insoutenable de la bêtise politique. L'événement lui-même de la Shoah qui irradie partout dans l'œuvre a, on le sait, cette force de convoquer l'impossible dans ce qu'il a d'insoutenable. Dans Les yeux verts, Duras dit, en convoquant le registre du visible et de la lumière, je tiens à le souligner, « Je crois que les Juifs se troublent pour moi si fort et que je vois en toute lumière, devant quoi je me tiens dans une clairvoyance tuante, ça rejoint l'écrit. Écrire, c'est aller chercher hors de soi ce qui est déjà au-dedans de soi. Ce trouble a une fonction de regroupement de l'horreur latente répandue sur le monde et que je reconnais. Il donne à voir l'horreur dans son principe. Le mot juif dit en même temps la puissance de mort que l'homme peut s'octroyer et sa reconnaissance par nous. C'est parce que les nazis n'ont pas reconnu cette horreur en eux qu'ils l'ont commise. Les Juifs, ce trouble, ce déjà-vu, a dû certainement commencer pour moi avec l'enfance en Asie, les lazarets hors des villages, l'endémie de la peste, du choléra, de la misère, les rues condamnées des pestiférés sont les premiers camps de concentration que j'ai vus. Alors, j'en accusais Dieu. On le constate, il en va de même du mot Dieu qui est associé au camp et qui, dans Les yeux bleus, cheveux noirs, entre autres, est désigné au détour d'une phrase comme celui qui fait les camps de concentration, les guerres. Soulignons à ce propos que l'objet de désir entre la jeune femme et l'homme homosexuel est un juif et que la lumière qui éclaire justement la chambre dans laquelle ils sont pendant des nuits est précisément jaune. Lumière qui éclaire d'ailleurs symboliquement l'écriture. Dans bien des textes, dont Écrire, l'été 80, il y a Andreas Steiner, tout comme lorsqu'il est question d'Aurélia dans Les yeux verts, il n'y a pas d'équivoque possible à ce sujet.
Dans le récit de 92, Duras dit bien que la chambre où elle écrit est celle des Juifs, la sienne et celle aussi de Jan Andreas Steiner. Dans Jaune le soleil, la Shoah revient comme temps mort mais aveuglant de l'histoire et tout le blanc, les plans qui cadrent les murs blancs durant des secondes entières, semble être une manière de le représenter, à l'image du rythme même du film, ponctué par tous ces silences, ces gestes chorégraphiés qui disent le deuil et par la présence évidemment de l'horizon noir ou, au loin, Illstatt, la ville dominée par un pouvoir mortifère. Dans cette optique, les personnages habillés presque tous de noir incarnent des places qui, sans être complètement vides, évoquent davantage un creuset où viennent se loger les signifiants de ce que le film tente de dire et qui concerne la bêtise politique. À part Sabana et David, les autres personnages présents dans la pièce sont désignés comme étant juifs. Aban n'est pas dans le film, contrairement au livre. Ils n'ont pas de nom et seul le mot juif apparaît comme un signifiant qui recouvre l'abéance convoquée par cette identité. La vie du juif est d'ailleurs déterminée par le fait d'être invisible. On l'a à la fois dans le livre Aban, Sabana, David et dans le film. Et on comprend que l'invisible est, comme tout ce qui n'est pas dit, ce qui soutient l'histoire. Véritable spectre dont le poids du sens vient se faire sentir au détour de bien des phrases, de bien des scènes, passe encore une fois par le registre du visible. Les personnages juifs évoluent d'ailleurs dans une forme de neutralité, de détachement, qui n'est pas sans convoquer l'invisibilité qui les détermine. Ils se promènent et se déplacent comme des corps animés d'aucun désir et signifient de cette manière ce qui ne peut se donner à voir, ce que le film ne veut et ou ne peut pas montrer, la mort à l'œuvre, la mort des Juifs, le sens de leur disparition et les effets qui y sont rattachés dans l'univers durassien. Ces personnages, tout aussi vivants soient-ils à cause des acteurs qui les incarnent, se présentent comme des revenants de l'histoire, des présences spectrales. Sabana le dit, vous êtes ceux que l'on ne peut pas tous tuer. Ceux qui verront, qui raconteront, qui expliqueront. Le Juif n'a d'ailleurs pas peur de mourir. Il est condamné parce que le pouvoir en place le considère dangereux pour les ouvriers de la ville de Stadt qui travaillent dans le ciment. Il ne s'agit pas de penser par là que la trame de Jaune le soleil est repérable dans le temps, qu'elle se déroulerait par exemple pendant la Deuxième Guerre. Enfin, pas à mon sens. Elle est à concevoir plutôt dans une forme d'intemporalité qui est la répétition symbolique et imaginaire d'un temps réel, apocalyptique, dont les Juifs sont les témoins privilégiés. Par les références aux anciennes chambres à gaz mêlées au communisme et au prolétariat, c'est l'ombre du géant soviétique qui se mêle au spectre des nazis et de la Shoah, tout comme on le retrouvera 9 ans plus tard dans l'été 80. Et parce qu'ils sont les revenants de l'horreur d'une certaine façon, les Juifs dans le film n'ont plus rien à perdre. C'est sans doute la raison pour laquelle le Juif dit dangereux a précédemment parlé de liberté, de la lumière dans la forêt à David dans un temps qui précède le récit, dans un café. Il dit qu'il est venu à Stadt, dans cette ville où règne la loi et l'ordre, selon ce qu'il confirme à Sabana, pour briser l'unité, pour introduire le désordre dans cette unité, la division, le trouble, et remplacer ce qui est par rien, parce qu'il veut la fin du monde. Représentation de la fracture, de la brisure, de la fragmentation d'un monde déjà symboliquement mort, mais surtout revenant et témoin, le Juif menace le pouvoir des réalisants en place. Il illumine le monde de son savoir impossible, véritable lumière crépusculaire, qui envahit la forêt et la mer, selon un morceau de phrase de Jan Andreas Steiner. Dans le film, tous les Juifs portent ce savoir et viennent annoncer un temps post-apocalyptique, un temps qui n'existe qu'à l'extérieur de l'histoire. À l'inverse des Juifs qui symbolisent la force fragmentaire, le personnage qui fait tenir la représentation, qui doit apprendre ce que sont venus lui dire les Juifs, mais qui connaît d'ores et déjà l'histoire, c'est Sabana. Davantage déterminée par l'affect, elle est, par son regard, par sa parole et sa présence, en quelque sorte celle qui fait tenir les morceaux ensemble. Ce qui fait lien se consigne dans la douleur qui émerge et qui se révèle à elle, notamment par les Juifs qui la définissent en disant « c'est une souffrance terrible, entière ». Sabana voit parce qu'elle sait. Elle est le dépositaire d'une connaissance essentielle de ce qu'on pourrait nommer d'une certaine manière la vérité. Selon le livre, Sabana a les yeux bleus des grandes héroïnes mystérieuses de l'œuvre qui voient. Un bleu d'ailleurs qu'on ne peut pas voir, nous dit Duras. Or, cette couleur nomme aussi le non-regard, le point aveuglant ou encore le trou. Dans Les Parleuses, Duras le confirme. Elle dit, dans Aban, Sabana, David, il y a 2 trous bleus. Vous ne pouvez pas regarder des yeux bleus. Ça n'offre pas prise au regard. On traverse des yeux bleus, c'est sans regard bleu, des trous. Les yeux de Sabana représentent les ouvertures dans le texte, en quelque sorte. Ils rappellent l'horizon du dehors. Ils sont aussi 2 trous noirs, selon ce que dit le livre,
Ce que l'on peut effectivement constater visuellement dans le film. On ne peut pas voir ses yeux bleus, mais en tout cas, on peut voir les deux trous noirs, ça c'est clair. Il se trouve avoir en quelque sorte l'invisible, le lieu crépusculaire, apocalyptique que représentent les Juifs, où il y a eu les chambres à gaz mentionnées dans le récit. D'ailleurs, joué par la très maigre Catherine Sellers, Sabana dans Jaune le Soleil me semble coïncider avec cet imaginaire juif de la douleur. J'ai eu une autre expérience qu'avec Indy Assemble, en voyant Jaune le Soleil. En apparaissant à l'écran, elle évoque pour moi le personnage mythique d'Aurelia Steiner, déterminé par le rectangle blanc des morts d'Auschwitz et représentant de la judéité chez l'écrivain. Il ne me semble pas anodin que l'image de l'actrice apparaisse sur une des pages où des fragments sont consacrés à Aurelia dans Les Yeux verts, c'est-à-dire la pénétration du corps d'Aurelia Steiner et Judan. Sabana est juive elle aussi, et elle vient de la Judée allemande. Elle est donc traversée, hantée et déterminée par l'irradiation douloureuse de l'ombilic du soleil, ombre interne qui doit venir à sa conscience dans le film. Ce n'est pas pour rien qu'elle veut, dans un moment où cela se révèle à elle, et qu'elle semble en souffrir de manière masochiste, les chambres à gaz, comme Theodora Katz, autre personnage juif que l'on retrouve entre autres dans Jan Andreas Steiner. Sabana sait ce qui s'est passé. Elle le voit de la même manière qu'elle semble le voir à travers les murs. Elle est aveuglée et trouée, brisée par cette vision de l'impossible. Elle provient de ce lieu qui n'en est pas un. D'ailleurs, son origine mystérieuse est révélée vers la fin par les Juifs. Elle est d'Auschstadt, une autre soi-disant ville allemande, qui est le nom contractant et fusionnant les deux lieux invisibles du film, Stadt et Auschwitz. L'un vient signifier le monde politique et déchu des hommes, Stadt étant le territoire du plus fort, et l'autre la béance, la fin de ce monde déjà arrivé avec les camps, avec l'horreur. Sabana porte ces lieux invisibles, nommés la capitale du monde, dans son corps qui s'éveille dans le film à la douleur, provenant de la conscience devenue vision qui aveugle. Dans Jaune le Soleil, toutes les composantes de la fiction concourent donc à représenter ce que j'ai nommé l'ombilic du soleil, à commencer par le décor, le jeu du noir et du blanc, par les personnages, la mise en scène et le montage qui mériteraient à eux seuls d'être analysés, par ce qui est dit, bien entendu, mais surtout par les signifiants qui viennent sans cesse convoquer des lieux importants de l'œuvre. Il s'agit de la mise en forme d'un désir prégnant de donner voix à l'innommable, donner figure à l'infigurable, selon les mots d'Evelyn Grossman, d'écrire le réel jusque sur l'écran dans l'image. Le réel semble particulièrement convoqué par le signifiant de la Shoah qui rejaillit par éclats et fragments dans une majorité de textes et de films. Le soleil devient en ce sens, ainsi que sa couleur jaune, le représentant de la violence, de la disparition, ce que consigne le noir et le blanc du film. Au-delà donc de ce qui est littéralement vu, la vision se crée de ce que l'on entend et éprouve l'essentiel. Cet essentiel à voir étant cet obscur objet du désir qui doit demeurer invisible, ainsi que l'écrit Michel Collot dans La tentation du poétique à propos du 9e maître. L'obscur objet du désir, l'ombilic qu'est le réel vers lequel est portée l'écriture n'a dans Jaune le Soleil pas besoin de l'image proprement cinématographique. L'image en tant qu'elle se constitue comme une totalité visible à l'écran. C'est par une syntaxe filmique fragmentée, où les composantes se répondent, où les propos des personnages se lient à l'image, que le film réussit à faire exister dans la représentation, ce que cherche à faire advenir l'écriture. La fin de Jaune le Soleil me semble à cet égard particulièrement réussie, puisque dans la dernière séquence du film, c'est la force du deuil qui se donne à voir et à entendre. Je termine donc en vous montrant au sacrilège les dernières minutes, si vous le voulez bien. Où allait-il? Milan. Jaune? Oui. Le soleil? Où allait-il? Ils allaient. Milan? Où allait-il? Ils allaient. Milan. Jaune? Oui. Où allait-il? Ils allaient. C'est grand. Milan. Où allait-il? Ils allaient. Le soleil? Oui. Il a peu éteint. Où allait-il? Ils allaient. Jaune? Oui. Où allait-il? Ils allaient. Milan? Oui. Où allait-il? Ils allaient. Milan? Où allait-il? Ils sont passés. Jaune? Oui. C'est grand. Milan. Le soleil? Oui. Où allait-il? Ils allaient. Milan? Oui. Où allait-il? Jaune? Milan. Où allait-il? Le soleil. Où allait-il? Milan? Ils sont passés. Jaune? Oui. C'est grand. Milan. Où allait-il? Ils allaient. Milan? Oui. C'est grand. Ils allaient. Où allait-il? Il y a des allaient. Milan? C'est grand. Oui. Ils sont Où passés. allait-il? Le soleil. Jaune. Où allait-il? Il y a peu éteint. C'est grand. Ils sont Où passés. allait-il? Milan. Jaune? Jaune. Où allait-il? Ils sont passés. Milan. Le soleil. Milan. Milan. Où allait-il?
sont passés. Vous allez, il y a un résultat. Sont passés. Thank you.